Dans votre rendez-vous aujourd'hui, on parle Bitcoin. Quels enjeux économiques, quels enjeux politiques? On va faire le tour de la question avec en plateau Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour. Oui, bonjour Cécilia. On va effectivement parler de Bitcoin. Bitcoin, cette crypto-monnaie bien connue. Alors oui, je dis crypto-monnaie, il y aura forcément un économiste parmi nos auditeurs attentifs qui s'insurgera. Comment ce crypto-monnaie, Bitcoin est tout sauf une monnaie, c'est extrêmement volatile et ça ne repose sur rien. Et évidemment, on m'achèvera en brandissant le code monétaire et financier qui stipule dans son article 1 que la monnaie de la France, c'est l'euro, pas le Bitcoin, et que l'affaire est donc réglée, circulée, il n'y a rien à voir. Mais l'auditeur et économiste attentif a cependant probablement remarqué que le dollar, selon ce même raisonnement, est également une bien piètre monnaie. Depuis la création en 1913 de la Fed, la Banque centrale américaine, le dollar a perdu plus de 95% de sa valeur en pouvoir d'achat, ce qui en fait une des pires réserves de valeur du monde. Pire encore, depuis les années 70, le dollar n'est simplement basé sur rien, pas même une réserve d'or, rien du tout. Ce qui garantit la valeur du dollar, c'est simplement votre croyance dans sa valeur. Et pour porter le coup de grâce, le même coup de grâce à cet actif spéculatif qu'est le dollar, le Code monétaire et financier stipule toujours dans son article 1 que la monnaie de la France, c'est l'euro, pas le dollar, et donc l'affaire est réglée. Donc vous voulez dire que le dollar ne serait pas une monnaie ? On voit bien que justement ce raisonnement est absurde. Oui. Le dollar est considéré comme la monnaie la plus fiable du monde, malgré le fait qu'il perde sa valeur chaque année et malgré le fait qu'il ne repose sur rien du tout. Et rien ne semble d'ailleurs pouvoir l'atteindre. La Fed peut bien doubler la quantité de dollars en circulation en une seule année, que personne ne sourcille. Le monde entier paye des impôts pour que les Américains puissent continuer d'acheter 2 téléviseurs et 2 voitures par foyer, tout en s'insurgeant contre la consommation électrique de Bitcoin. Alors, si Bitcoin n'est pas une monnaie, pourquoi diable est-ce que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dans une déclaration à l'occasion du Forum financier international le 29 juin dernier, parle de ces actifs comme présentant des risques pour la souveraineté monétaire? Et oui, il y a contradiction. Comment quelque chose dont on nous assure tous les jours que ce n'est pas une monnaie pourrait précisément menacer la souveraineté monétaire? Et évidemment, la réponse est aisée. Bien sûr que Bitcoin possède les caractéristiques nécessaires pour être une monnaie. C'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur, en tout cas meilleure que le dollar sur toute la durée de son existence. C'est un instrument d'échange sur Internet qui représente des dizaines de milliards de volumes d'échanges chaque jour. La seule chose qui manque à Bitcoin pour devenir une monnaie, c'est le consensus social. Et c'est cela et rien d'autre qui définit une monnaie, que ce soit des coquillages, des ossements, des métaux précieux ou des bouts de papier, finalement, comme les billets de banque. La monnaie, c'est une convention sociale, c'est une illusion collective à laquelle un groupe de personnes adhère pour faciliter les transactions et préserver la valeur de son travail dans le temps et évidemment faire des transactions avec ça. Et sur ce sujet, on peut être confiant au vu des chiffres de l'adoption du Bitcoin, une centaine de millions d'utilisateurs dans le monde, un marché d'une capitalisation de 650 milliards de dollars, certains pays l'ayant déjà officialisé comme moyen de paiement, comme le Japon ou encore la Suisse, voire un pays, le Salvador, qui l'a déjà officialisé comme monnaie légale. À titre de comparaison, c'est une adoption bien plus rapide que celle d'Internet, il y a 20 ou 30 ans. Et c'est bien parce que le Bitcoin possède des caractéristiques d'une monnaie et que son adoption progresse que le gouverneur de la Banque de France s'en inquiète. Loin des postures de façade consistant à décrier Bitcoin, à le présenter comme au mieux une blague inoffensive et peu sérieuse et au pire une arnaque géante qu'il faudrait interdire, Bitcoin est en réalité la plus grosse innovation monétaire depuis des décennies et à ce titre, il amène une concurrence à laquelle les monnaies traditionnelles et les banques centrales n'étaient plus habituées. Et cela, le gouverneur de la Banque de France l'a bien compris. Et donc vous pensez qu'il a raison de s'inquiéter ? Alors, pour se positionner face au Bitcoin, ou en tout cas par rapport à Bitcoin, au-delà de son caractère monétaire et de son adoption, il faut d'abord comprendre son utilité. Bitcoin permet de s'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un intermédiaire de confiance. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire un virement en ligne avec Bitcoin, vous n'avez pas besoin de passer par votre banque, ou par Visa, ou par Mastercard, etc., etc. À ce titre, Bitcoin est comparable à Internet. Internet a permis de s'échanger de l'information en court-circuitant les intermédiaires traditionnels, ce qui étaient les médias, la poste, les entreprises des télécoms. Bitcoin permet de s'échanger de la valeur en court-circuitant potentiellement les intermédiaires traditionnels. Et cette fois-ci, ce sont les banques, les intermédiaires financiers en général. Une fois qu'on a dit ça,
Alors, effectivement, on peut avoir raison de s'inquiéter quand on est le gouverneur de la Banque de France, parce que si Bitcoin est une concurrence monétaire, ça veut dire que les gens vont potentiellement se détourner de l'euro. Et si les gens se détournent de l'euro, ça réduit son pouvoir et donc, in fine, la latitude qu'on va avoir sur notre politique monétaire. Et ce sera donc à la Banque de France, la Banque centrale en tout cas, plutôt la Banque centrale européenne d'ailleurs, de convaincre que sa politique monétaire est fiable, qu'elle est raisonnée et qu'elle permet de préserver la valeur de l'euro pour que les gens continuent de l'utiliser. Et en ce sens, effectivement, ça peut désarçonner parce qu'on a pris l'habitude que la monnaie soit un monopole à l'abri de la concurrence. C'est inquiétant, en tout cas, c'est assez peu enthousiasmant comme perspective peut-être pour la souveraineté monétaire. À l'inverse, il y a même plus de raisons de s'enthousiasmer que de raisons de s'inquiéter. La première raison de se réjouir, c'est que l'Europe, si elle adoptait une posture, une attitude un peu plus technophile, elle pourrait se servir de ces nouvelles technologies monétaires pour émettre ce qu'on appelle des stablecoins. C'est des crypto-monnaies qui sont stables par rapport à une valeur de référence, l'euro ou le dollar par exemple. Aux États-Unis, le vice-président de la supervision de la Fed, donc la Banque centrale américaine, Randall Quarles, a présenté les stablecoins comme une potentielle extension du bras armé du dollar qui pourrait encourager l'utilisation de ce dernier dans le système monétaire. Ce même vice-président de la Fed, d'ailleurs, s'amuse des cris d'orfraie poussés par certains lorsqu'ils évoquent le caractère privé de la gestion des stablecoins, rappelant que ce sont aujourd'hui les banques, des entreprises, tout ce qu'il y a de plus privé qui émettent déjà la monnaie traditionnelle. Mais l'Europe persiste pour l'instant dans sa voie de ce qu'on appelle les MNBC, pour monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire en fait un objet assez mal défini, censé au choix court-circuiter les banques commerciales dans sa version la plus ambitieuse, ou plus probablement optimiser les délais et les coûts de transaction interbancaires. Sur ce sujet, Christine Lagarde nous a promis que d'ici 2025, nous aurons les conclusions d'un rapport. Alors, le problème, c'est que pendant ce temps, le dollar fait son bonhomme de chemin et dans le monde des crypto-monnaies et occupe une part de marché qu'il sera extrêmement difficile de reconquérir. Sur les 120 milliards de dollars de stablecoins en circulation aujourd'hui, il y en a 99% qui sont basés sur la monnaie américaine. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter, mais plutôt se réjouir de l'émergence de Bitcoin, c'est précisément son caractère non étatique, neutre et indépendant. Mais en quoi ce caractère-là précisément peut être-t-il source de réjouissance et surtout, est-ce que ce ne serait pas plutôt un aveu de faiblesse de la part des puissances publiques ? Au contraire, c'est une aubaine pour la France et pour l'Europe. En effet, il n'aura échappé à personne que depuis des années, certains États, en particulier les États-Unis, usent d'artifices juridiques pour imposer leurs droits à l'ensemble de la planète. Car en substituant le dollar à l'or, en l'installant comme monnaie de référence dans le paysage mondial, les États-Unis ont fait d'une pierre deux coups. Premièrement, comme le rappelait le général de Gaulle, il est aisé pour un pays de s'endetter dans une monnaie qui ne tient qu'à lui d'émettre. Et ça, c'est un privilège exorbitant que la planète a concédé aux États-Unis il y a 50 ans. Imaginez si vous aviez le pouvoir d'émettre de la monnaie pour rembourser vos propres dettes, je pense que vous n'hésiteriez pas 2 secondes. Et deuxièmement, ça leur permet d'appliquer sélectivement leurs droits à quiconque utilise le dollar, c'est-à-dire tout le monde en fait, puisque ce dernier est l'étalon de référence mondial. Et alors évidemment, le zèle à poursuivre en justice les utilisateurs du dollar se fait plus fort lorsque l'entreprise ciblée est une concurrente au choix d'une entreprise américaine. Entre les amendes imposées à BNP Paribas, à Siemens ou encore avec l'affaire Alstom plus récemment, nous sommes en France et en Europe en quête d'un moyen d'interagir librement, souverainement avec les pays de notre choix, selon notre propre politique commerciale et diplomatique. Et cet outil qu'on recherche, c'est Bitcoin, un instrument d'échange nativement numérique, rapide, mondial, qui n'est pas l'émanation d'un quelconque État. D'ailleurs, certaines banques ne s'y trompent pas, comme Citibank, qui a déjà prédit dans un rapport à Bitcoin un avenir de facilitateur de commerce mondial, pour ces mêmes raisons d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce sera le mot de la conclusion, parce qu'on a terminé, mais pour accueillir le Bitcoin sans défavoriser le développement, sans s'aborder l'euro. En réalité, la question ne se pose pas vraiment dans ces termes-là. D'abord, par exemple, l'existence de l'or et son utilisation... En un mot. L'existence de l'or n'a jamais empêché la coexistence avec des monnaies traditionnelles, comme le franc par exemple. Il y a une coexistence de 600 ans entre le franc et l'or sans poser de problème. Mais il s'agit en fait de faire le meilleur choix pour la France et pour l'Europe, parce qu'on peut s'inspirer du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. À vouloir protéger la souveraineté nationale, on a en réalité hypothéqué complètement celle-ci. On a voulu protéger les précarés d'acteurs traditionnels, on a voulu se focaliser
sur le Minitel, on a voulu défendre les épargnants dans la bulle de 2000. Autant de raisons nobles finalement d'apparence, mais qui ont fait rater à la France la vague Internet. Donc on a aujourd'hui le résultat 20 ans plus tard. L'éducation nationale se fournit chez Microsoft, la DGSI chez Palantir, et les Français commandent Amazon, discutent sur Facebook, téléphonent chez Apple, font leurs recherches Google et se détendent sur Netflix. Alors, plutôt que de refaire les mêmes erreurs en imposant un cadre tellement contraignant que les acteurs de l'industrie préfèrent se développer à l'étranger, on devrait effectivement favoriser l'émergence d'un écosystème français pour créer de l'emploi, mais aussi pour être en capacité d'exercer des leviers de puissance sur d'autres et de préserver sa propre souveraineté, indépendance financière, économique et culturelle. Merci beaucoup Alexandre Stachenko, cofondateur Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. On enchaîne avec votre séquence et demain. Merci.